Il y a 20 ans, que Aliou est parti. Un jeune homme ambitieux, le cœur brûlant d'espoir, en direction de l'Europe. Là-bas, il a trimé. Jour et nuit dans les usines, dans les chantiers, pour sa famille. Pour l'honneur. Pour construire quelque chose qui durerait plus longtemps que lui. Aujourd'hui, il revient. Mais ce retour n'est pas celui qu'on attend. Il ne descend pas d'un vol en première classe. Il ne ramène pas de grosses valises, de cadeaux clinquants ou de téléviseurs emballés. Non. Il n'a qu'un vieux sac, et dans les yeux, un secret. À l'aéroport, il n'y a ni tambour, ni sourire, ni famille. Personne ne l'attend. Même pas un regard perdu dans la foule. Juste le vent chaud du pays, et le silence. Aliou n'a pas appelé, il n'a pas prévenu parce qu'il voulait voir, observer et mesurer. Alors, quand on lui demande « Tu es revenu pour de bon ?», il répond doucement « Je n'ai plus rien là-bas. J'ai tout perdu. » Mais ce n'est pas la vérité, c'est un test. Un test d'amour, de loyauté, de mémoire. Car parfois, il faut s'effacer pour savoir qui vous cherche. La poussière s'élève sous ses pas. Aliou avance, lentement, sur le sentier rouge qui mène à ce qu'il a bâti pendant 20 ans d'absence. 20 ans de sacrifice. 20 ans à envoyer chaque billet pour cette maison. Et la voilà. Immense. Imposante. 3 étages fièrement dressés entre les manguiers. Des murs clairs, un portail noir aux pointes dorées. La maison familiale. La maison que Aliou a construite pour lui et sa famille. Derrière ces murs, Aïssatou l'attend. Sa femme. Belle, forte, droite comme la première fois. Avec elle, leurs 2 enfants. Fatou, l'adolescente silencieuse. Bala, l'enfant rêveur. Ils entendent le portail grincer. Ils sortent. Et ce qu'ils voient n'est pas ce qu'ils avaient imaginé. Aliou n'a ni costume, ni valise, ni allure de roi revenu d'exil. Il porte une chemise froissée, un pantalon poussiéreux et un sac en toile élimé. Son regard est calme. Trop calme. Ses pas sont lents. Trop lents. Il embrasse sa femme et ses enfants. Mais dans ses bras, il n'a rien à offrir. Que ce mot, tombé comme un coup près, j'ai tout perdu. Aïssatou fronce les sourcils. Les enfants se regardent. Et dans la maison, une fenêtre s'ouvre lentement. C'est un oncle qui espionne. Le doute entre par la porte. Comme un vent froid dans une chambre chaude. Il ment, murmure une cousine. C'est impossible. Une maison pareille. Et maintenant il est pauvre ? Les murmures commencent. Les regards changent. Les sourires se figent. La maison qu'il a bâtie devient soudain étrangère. Mais Aliou ne dit rien. Il observe et écoute. Il sent. Car ce qu'il cherche, ce n'est pas l'accueil, mais c'est la vérité nue, derrière les sourires. Et ce qu'il voit commence déjà à lui briser le cœur. La nuit tombe sur la grande maison. Une de ces nuits chaudes et pleines de silence, où même les grillons semblent retenir leur souffle. Dans la cour, une table est dressée. Modeste, mais suffisante. Le dîner du retour. Du moins, c'est ce qu'on fait semblant de croire. Aliou est là, assis à l'une des extrémités. À sa droite, Aïssatou et à sa gauche, ses 2 enfants, Fatou et Bala. Plus loin, les oncles. Les cousines. Les langues affûtées comme des couteaux. Le riz fume dans les assiettes. Les mains se tendent. Les sourires sont figés. Et les silences, lourds. Puis vient la première phrase. L'aîné des frères, celui qui n'a jamais rien bâti, mais qui juge tout le monde. Aliou, on croyait que tu revenais avec l'Europe dans tes valises. Pas avec un sac de misère. Un rire éclate, sec. Une cousine enchaîne. Peut-être que là-bas, il lavait les toilettes. Aïssatou baisse les yeux, les enfants ne comprennent pas encore. Aliou, lui, sourit à peine un sourire triste, mais il ne répond pas. Il observe les mains qui ne le servent pas, les verres qui ne se remplissent plus pour lui, les regards qui évitent ou jugent. Le riz devient amer dans sa bouche, pas à cause du goût, mais à cause des non-dits. Du mépris enveloppé de politesse. C'est là qu'il comprend, ce dîner n'est pas un accueil, c'est un tribunal. Et dans ce tribunal, il est déjà condamné. Mais il ne plaidera pas, non, pas encore. Car ce qu'il prépare, ce n'est pas une défense, c'est une révélation. Mais chaque chose en son temps. Cette nuit-là, Aliou ne dort pas. Il écoute les rumeurs monter dans les murs qu'il a payés. Il entend les jugements glisser sous les portes closes. Et dans le noir, il chuchote. Ils ne savent pas que la vérité dort encore sous mes pas. L'aube se lève sur le village, mais dans la grande maison, c'est une autre lumière qui éclaire la cour. Une lumière froide, celle du ressentiment. Aliou se réveille aux côtés de sa femme,
dans leur chambre. Sa femme le regarde avec des yeux pleins d'amour et de compassion. Dans la cour, son grand frère l'attend debout droit, le regard dur comme la pierre. Celui qui était resté, celui qui n'était jamais parti, mais qui n'avait jamais bâti non plus. Il ne dit pas bonjour. Il ne demande pas comment a dormi le frère revenu d'exil. Il dit juste « Tu dois partir. Cette maison n'est plus la tienne. » Aliou lève les yeux. Il regarde les murs. Ces murs qu'il a fait ériger à distance, brique après brique, sacrifice après sacrifice. Il se souvient des années de labeur, des heures de froid, des nuits passées à compter ses économies pour envoyer de quoi faire couler le ciment. Mais il ne dit rien. Pas un mot. Il écoute. Ici, ce n'est pas l'Europe, Aliou. Ici, on respecte ceux qui réussissent. Pas ceux qui échouent. Le frère insiste. Les autres écoutent, personne n'ose défendre Aliou, même les murs semblent vouloir l'oublier. Alors Aliou sourit, un sourire de travers. Amer. Comme une vérité qu'on garde encore au chaud. Il ne discute pas. Il prend son sac. Le même sac usé avec lequel il est arrivé. Il caresse du regard le sol de la cour. Là où ses enfants ont appris à marcher. Là où il avait rêvé de vieillir. Mais ce jour-là, il tourne le dos à sa propre maison. Non pas par faiblesse. Mais parce qu'il sait que les maisons ne sont rien si les cœurs sont vides. Et dans sa tête, il se répète, ils pensent m'avoir chassé. Mais ils m'ont révélé. Car parfois, pour voir clair dans une famille, il faut éteindre toutes les lumières du confort. Et attendre que chacun montre son vrai visage. Les murmures dans le village s'intensifient. Les rires froids, les regards détournés. Aliou marche, les pieds lourds, mais c'est Aïssatou qui marche à ses côtés, plus forte que jamais. Tandis que le monde autour d'eux se déchire, elle reste. Elle ne le lâche pas. Le soleil brille fort, comme pour souligner l'immensité du vide qui s'est installé entre Aliou et sa famille. Mais Aïssatou est là, son regard plongé dans celui de son mari. Une intensité inébranlable, malgré les heures d'attente, malgré les attentes des autres. Les gens parlent, oui. Les voisins murmurent, les oncles lèvent les sourcils. Mais Aïssatou ne dit rien. Elle ne laisse rien paraître. Dans la maison, les rires sont devenus des murmures. Les enfants, Fatou et Bala, sont plus discrets, plus repliés sur eux-mêmes. Aliou le sent. Mais Aïssatou reste là, à ses côtés. Elle est la seule à ne pas se détourner. Un soir, alors qu'ils sont tous assis autour de la vieille table en bois, un oncle lâche, d'un ton sec. Tant qu'il n'a pas retrouvé sa place, il ne mérite pas d'être ici. Les paroles sont amères. Cruelles. Mais Aïssatou ne réagit pas. Elle se lève lentement, comme si le poids du monde était soudainement tombé sur ses épaules, mais elle se relève. Elle le regarde. Et dans un silence absolu, elle dit, d'une voix ferme, mais douce, « Je t'ai aimé riche. Je t'aime pauvre. Tant que tu es debout, je reste debout. » Aliou reste sans voix. C'est comme si ces simples mots étaient un serment, un pacte qu'elle venait de sceller. Pas une promesse de richesse. Pas une promesse d'avenir. Mais un engagement pur et brut, elle choisit de rester. Un frisson parcourt Aliou. Il ne sait pas s'il a tout perdu. Il ne sait même pas si le retour en arrière est encore possible. Mais dans cette phrase, dans cette force qu'Aïssatou dégage, il comprend une chose. Il n'est pas seul. Les ombres de l'incertitude, les échos de l'échec, tout cela disparaît, balayé par la clarté de son amour. Aïssatou n'a pas besoin de richesse, ni de maison en pierre. Elle a choisi d'être là, dans la poussière, dans la défaite, à ses côtés. Et dans son regard, Aliou trouve ce qu'il croyait avoir perdu. La confiance d'un amour profond, celui qui ne se mesure pas en biens matériels, mais en fidélité absolue. Ce soir-là, alors qu'il s'endort, les paroles d'Aïssatou résonnent encore dans sa tête. Tant que tu es debout, je reste debout. Il ferme les yeux. Il ne sait pas encore quel sera son chemin. Mais une chose est certaine. Ce soir-là, il n'a pas tout perdu. Les jours passent, lourds comme des nuages d'orage, porteurs de tensions et de non-dits. Mais dans cette maison, l'amour commence à se redéfinir. Ce n'est plus l'amour du confort, de l'abondance ou des belles promesses. C'est un amour sans phare, sans décoration, un amour brut, sans fioriture. Fatou, 16 ans, la fille aînée, est une adolescente d'un regard profond. Ses yeux, d'habitude pleins de cette lumière de l'enfance, sont maintenant ternis par une inquiétude qui la consume. Elle marche lentement à travers la maison, traversant les pièces qui, jadis, étaient remplies de rires et de festivités. Mais aujourd'hui, tout est morne, comme si la maison elle-même se mourait. Fatou, elle, refuse d'aller à l'école. Pas par paresse, non.
Mais parce que, pour elle, l'école n'a plus de sens sans son père. Je ne vais pas me réveiller pour étudier sans lui, dit-elle un matin, dans un murmure qui déchire l'air déjà lourd. Les voix de l'école, les rires des autres enfants, tout cela devient insupportable. Pour Fatou, tout est devenu absurde. Elle ne comprend plus pourquoi elle continuerait à se lever tôt chaque matin, à se préparer comme si tout était normal, quand son père, l'homme qui a façonné leur vie, leur avenir, est là, brisé. Elle s'assoit dans la cour, ses mains serrées sur ses genoux, fixant le sol. Le regard de sa mère, Aïssatou, s'emplit de tristesse. Mais elle ne dit rien. Elle comprend. Et Fatou comprend aussi que, malgré tout, elle ne sera jamais seule. Pas tant qu'elle a son père. Bala, 12 ans, le petit dernier, est plus discret. Mais sa façon de se tenir près d'Aliou, de ne jamais le quitter, en dit long. Chaque nuit, il se glisse dans la chambre de ses parents, se couche sur le lit de ses parents, à côté de son père. Ce n'est pas une question de confort. C'est une question de présence. Bala, tout jeune qu'il est, semble savoir quelque chose que les adultes oublient parfois. L'amour ne s'achète pas. Il ne se trouve pas dans les beaux vêtements, dans les promesses de l'Europe, dans les biens matériels. Il se trouve dans les petites choses. Les silences partagés. Les gestes simples. Les nuits où l'on se serre les uns contre les autres, pour se rappeler qu'on existe encore. Aliou, fatigué, abattu par la vie, regarde son fils se coucher à ses côtés. Il ne dit rien. Mais son cœur est lourd de gratitude. Il est toujours père. Et il comprend que, même dans cette grande perte, il a quelque chose que ni l'argent ni la distance ne pourront jamais lui voler. L'amour de ses enfants. Ce soir-là, alors que Fatou reste assise dehors, et que Bala dort près de lui, Aliou laisse les larmes venir. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il sait que, parfois, l'amour se révèle dans la perte. Dans la douleur. C'est dans ces moments-là, quand tout semble perdu, que l'on voit vraiment qui est avec nous. Et les enfants, eux, ont choisi. Ils ont choisi de ne pas regarder l'échec, de ne pas juger, de rester. Parce qu'ils savent, au fond d'eux, que l'amour ne se mesure pas à l'argent. Pas aux maisons, pas aux voitures. Mais à ceux qui restent, qui choisissent de rester, quand tout s'effondre. Dans la nuit calme, Aliou serre son fils contre lui. Et, pour la première fois depuis son retour, il se sent à sa place, ici, chez lui. Loin des ombres du passé, des rêves brisés, il comprend une chose, ses enfants l'aiment. Et cela, rien ni personne ne pourra jamais le leur enlever. L'amour, dans sa forme la plus pure, n'est pas une conquête. Il est un choix. Et Fatou et Bala ont fait ce choix. Ils restent. À ses côtés. Debout, dans la tempête. Les jours passent dans le silence lourd de la désillusion. Le village, qui autrefois accueillait Aliou comme un roi revenu de l'Europe, le regarde maintenant avec un mélange de mépris et de curiosité. Les portes se ferment une à une. Les sourires se figent quand il croise des visages familiers. L'ombre de la honte plane sur lui, aussi pesante que le soleil de midi. Les oncles, jadis les piliers de la famille, lui tournent le dos. Ils murmurent entre eux, évitant ses yeux. Il a fui la misère là-bas, disent-ils. Un murmure acide. Mais les mots tranchent comme une lame. Chaque porte qui se ferme est une claque. Chaque regard détourné, une épine enfoncée dans son cœur. Le poids du jugement est trop lourd à porter. Mais Aliou ne laisse rien paraître. Les cousins, ses complices d'antan, ceux avec qui il avait partagé des rêves et des secrets, le regardent à peine. Il n'y a plus de fraternité dans leurs yeux. Seulement du calcul, de la méfiance. Comme si la richesse, cette illusion éphémère, les avait transformés. Et dans cette transformation, ils ont oublié l'homme qui avait tout partagé avec eux. Il a perdu leur respect. Mais cela, il le sait, c'est un prix à payer. Les voisins, eux, ne perdent pas une occasion pour inventer des histoires. Aliou n'est plus ce qu'il était. Il a fui. Il a été un homme de succès là-bas, mais maintenant il est un homme ruiné. Les rumeurs se propagent comme un feu de brousse, incontrôlable. Chacun y va de son jugement, de son avis. Et peu importe que la vérité soit différente. Ce qui compte, c'est ce que l'on veut croire. Aliou entend les murmures, il voit les regards fuyants, il perçoit les gestes pleins de dédain. Mais il reste calme. Trop calme. Il sait que ce n'est qu'une phase. Une épreuve. Ceux qui le jugent aujourd'hui, qui ferment leurs portes et détournent les yeux, reviendront un jour. L'orgueil et la honte sont des compagnons de route, et la route de la fierté se termine toujours par une chute. Et Aliou le sait mieux que quiconque. Il a vu, dans son regard fuyant, dans ses gestes maladroits, le reflet de sa propre souffrance. Car ces gens-là ne sont que des miroirs. Ils ne sont pas ceux qui l'ont aidé quand il avait tout.
Ils ne sont pas ceux qui l'ont soutenu quand il était là-bas, lointain, mais fier. Mais il n'est plus cet homme-là. Et tant mieux. Alors que les portes se ferment et que les voix se taisent, Aliou se tient droit. Il sait que, dans la vie, le jugement est temporaire. Ce qui est éternel, c'est la dignité. Et il sait que la vérité finit toujours par se faire entendre. Le silence est devenu son allié. Quand on le regarde de loin, on voit un homme brisé. Mais Aliou sait que ce silence cache une vérité bien plus grande. Car il ne se bat pas contre ceux qui jugent. Non. Il se bat contre la crainte que les autres éprouvent à regarder leur propre vérité. Et la vérité, quand elle frappe, frappe fort. Il laisse la rumeur courir. Que les gens parlent. Que les juges de fortune s'épuisent à chercher des failles dans son histoire. Car il sait quelque chose que ceux qui l'ont rejeté ignorent, il n'a pas besoin de leur approbation. Ce qu'il cherche, ce qu'il attend, ce n'est pas leur rédemption. Non. C'est le moment où ils frapperont à sa porte, le moment où la vérité viendra les chercher, tout comme elle est venue le chercher lui. Car dans ce village, tout ce qui se ferme doit un jour s'ouvrir. Et ceux qui jugent aujourd'hui reviendront demain, les mains tendues, la tête basse. Parce qu'au fond, ils savent qu'ils ont laissé un homme sur le bord du chemin. Mais Aliou, lui, sait aussi que la plus grande richesse est dans ceux qui restent. Pas ceux qui reviennent. Pas ceux qui retournent. Ceux qui reviennent sont ceux qui cherchent à se racheter. Et Aliou, lui, est au-delà de cette quête. Ce qu'il a perdu n'était pas en Europe. Non. Ce qu'il a perdu, c'est l'illusion que tout est figé. Que l'amour ne se mesure qu'à ce qu'on possède. Mais lui, il a quelque chose que personne ne peut lui prendre. Un jour, les portes se rouvriront. Et alors, Aliou saura qui est venu à lui sans masque, sans intérêt. Et c'est là que se révélera la véritable valeur de l'homme. Le matin se lève sur un village figé dans le jugement, et Aliou sort, son regard profondément ancré dans l'horizon. Ses pas résonnent contre la terre battue, mais son esprit est ailleurs, bien loin de ces jugements qui flottent dans l'air. Il ne marche plus pour fuir, mais pour assumer ce qu'il a choisi. Ce n'est plus l'homme d'un riche passé qu'il incarne. Non. C'est un homme qui a décidé de renaître, en toute humilité. Le marché est animé, bruyant. Des étals de fruits, des tissus colorés qui flottent dans l'air chaud, des marchands qui hurlent leur prix. Il s'avance parmi la foule. Mais ses pas sont silencieux, comme un étranger qui se glisse parmi ses proches sans être vu. Les regards se posent sur lui. Il s'attarde sur ses vêtements usés, sur sa silhouette qui autrefois imposait le respect. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un homme parmi tant d'autres. Et certains, dans leur mépris dissimulé, n'hésitent pas à commenter, à se moquer. Regardez qui voilà. Le riche devenu manœuvre. On dirait bien que la misère a laissé sa marque. Les murmures se glissent dans l'air comme des serpents, acides, pleins de dérision. Mais Aliou, lui, reste impassible. Les rires ne l'atteignent pas. Car il a compris que l'homme n'est pas fait par ce qu'il porte, mais par ce qu'il fait. Sans un mot, il se dirige vers un coin du marché, là où les travaux les plus humbles s'accomplissent. Il se propose pour transporter des sacs lourds, nettoyer des véhicules poussiéreux. Les sourires narquois se font plus évidents, les commentaires plus acerbes. Mais Aliou n'entend que la vérité qu'il porte en lui. Les regards de pitié, les rires moqueurs, tout ça, il les avait déjà vécus. Ce qu'il ressent maintenant, ce n'est plus de la honte, mais de la détermination. Chaque sac qu'il soulève, chaque voiture qu'il lave, il gagne quelques pièces, quelques billets. Lent et dur, comme un dur rappel de ce que la vie peut être lorsque tout s'effondre. Mais ces pièces, ces billets, il les prend avec un calme étonnant. Aucun éclat d'ambition dans ses gestes. Juste le silence du travail. Rien n'est plus noble, plus pur, que la simplicité d'un travail accompli avec dignité. Aliou prend chaque billet, non pas comme un homme qui cherche à s'enrichir, mais comme un homme qui apprend la vraie valeur de l'effort. Il n'en garde qu'une petite portion pour lui, car tout le reste, il le remet à ses enfants. Fatou, Bala. Chaque billet qu'il leur donne est un acte de foi, un geste de transmission. Il leur dit, calmement, sans grand discours, sans fioriture, ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. C'est ce qu'il en fait. Ces mots résonnent dans l'air comme un héritage, un enseignement que seuls ceux qui ont connu la perte peuvent comprendre. Aliou veut que ses enfants sachent que l'argent est une chose fragile, une illusion. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont on se relève après une chute, comment on choisit d'utiliser ce qu'on a pour grandir. Les enfants le regardent, et dans leurs yeux, Aliou voit la lueur de la compréhension. Ils ne sont plus dans la révolte, dans l'incompréhension. Ils sont là, à ses côtés, dans l'acceptation silencieuse du monde qui leur montre. Ce monde n'est pas fait de grandeur ni de fausses promesses. Ce monde, c'est celui du quotidien, du simple, du réel.
Et c'est dans ce monde qu'Aliou veut qu'ils apprennent à être, non pas des héritiers de biens matériels, mais des héritiers d'une vertu plus rare encore, la résilience. Au fil des heures, les rires s'éteignent, les moqueries deviennent des murmures étouffés. Car ceux qui le jugent de loin n'ont pas vu ce qu'il y a dans ses yeux. Ils n'ont pas vu la sagesse qui se cache derrière la simplicité de ses gestes. Aliou n'a pas seulement changé de statut. Il a changé de vision. Il n'est plus l'homme qu'ils ont connu. Il est devenu plus grand que ce qu'il était. Il est devenu celui qui choisit de faire, de bâtir, de redonner tout ce qu'il a. Car l'homme ne se mesure pas à son passé, à son argent ou à ses possessions. L'homme se mesure à ce qu'il donne aux autres, à la manière dont il se relève après avoir tout perdu. Aliou, ce jour-là, ne cherche pas la pitié. Il cherche à montrer à ses enfants que la véritable richesse réside dans la force intérieure, dans l'amour et la dignité. Ce sont ces choses-là qu'il transmet. Et même dans la simplicité d'un marché bondé, en transportant des sacs ou en lavant des voitures, Aliou reconstruit quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Il reconstruit l'âme de sa famille. Les gens peuvent rire. Ils peuvent juger. Mais Aliou sait que l'épreuve n'est pas terminée. Parce que les vraies épreuves sont celles qu'on porte dans l'humilité. Celles qui forgent un homme, qui forgent une famille. Et dans le regard de ses enfants, il voit déjà que ce combat, il ne le mène pas seul. Ils sont là, à ses côtés. Et ensemble, ils reconstruiront, brique après brique, ce que la vie a brisé. C'était une journée comme les autres, une journée où les murmures du village s'enroulaient autour d'Aliou, sans qu'il y prête vraiment attention. Mais, parfois, le destin se fait entendre d'une manière qu'on ne peut ignorer. Un cri perçant, déchirant, résonne soudain dans l'air. C'est le cri de l'incendie. Le feu dévore tout sur son passage, dévorant les murs d'une maison voisine, engloutissant tout dans une folie ardente. La fumée noire s'élève vers le ciel, un signal de malheur pour tous ceux qui l'aperçoivent. Mais ce n'est pas juste un incendie. C'est une épreuve qui se présente à Aliou comme un défi de plus. Les gens fuient, paniqués, mais Aliou n'hésite pas. Sans réfléchir, sans se soucier de son passé, de ses vêtements sales ou de son statut social, il court vers le brasier. Les flammes lèchent les toits, dévorent le bois, mais Aliou n'a pas peur. Il sait que là, dans cette maison en flammes, il y a une vie à sauver. Le regard de ce père, perdu dans la fumée, lui crie de courir, de sauver son enfant. Il ne se demande pas pourquoi. Il ne pense pas à ce que les gens diront. Tout ce qu'il voit, c'est la silhouette d'un petit garçon, à peine âgé de 5 ans, pris au piège dans l'un des coins de la maison. Le feu est trop fort, trop impitoyable. Mais Aliou n'hésite pas une seconde. Il entre dans la maison, sans penser à sa propre sécurité. Les flammes lui mordent la peau, la chaleur est insupportable. Mais il avance, frôle les murs brûlants, écarte les débris, cherchant cet enfant. Le temps est un ennemi. Il n'y a pas de place pour la peur. Il est seul face à la mort, mais aussi face à la vie qu'il veut sauver. Et puis, il le trouve. Un petit garçon, les yeux remplis de terreur, sa petite main tendue vers lui, cherchant désespérément à s'échapper des flammes. Aliou attrape cet enfant, le serre contre lui, et court à toute vitesse, hors de la maison, hors du danger. Le souffle court, les bras brûlés, il ne pense qu'à une chose, sauver cet enfant, ne pas le laisser mourir. Quand il franchit enfin la porte de la maison, il tombe sur le sol, le garçon dans ses bras. Les autres voisins, figés par la peur, se précipitent alors pour aider. Mais il est déjà trop tard pour les honneurs. Aliou, cet homme qu'ils avaient cru perdu, celui qu'ils avaient moqué et ignoré, ce jour-là, il est devenu un héros. Le village entier a vu ce qui s'est passé. Ils ont vu Aliou, l'homme qu'ils avaient jugé, l'homme qu'ils pensaient être tombé. Et pourtant, c'est lui qui a risqué sa vie pour sauver un enfant. Ce jour-là, ils ont vu bien plus qu'un pauvre revenu d'Europe. Ils ont vu un homme, un vrai. Celui qui agit sans attendre de récompense, sans réfléchir à son passé ou à ce que les autres peuvent penser. Le silence s'est fait. Un silence lourd de surprise, de respect, mais aussi de culpabilité. Ceux qui l'avaient moqué, ceux qui avaient fermé leurs portes, maintenant, ils l'observaient différemment. Il n'était plus l'homme que l'on pouvait humilier. Il n'était plus le pauvre qu'on méprisait. Aliou venait de les confronter à la réalité. Les murmures ont changé. Ce n'étaient plus des rires, mais des questions. Qui est-il vraiment? D'où vient sa force? La jalousie, cette vieille compagne de la réussite, commençait à prendre racine dans le cœur de certains. Les regards se sont adoucis, mais dans les coins sombres, l'envie a germé. Les voisins qui l'avaient ignoré, les cousins qui l'avaient rejeté, les amis qui l'avaient laissé tomber. Aliou savait que la jalousie allait se transformer en rancéure. Certains commenceraient à se demander pourquoi cet homme,
pauvre, avait pris ce risque? Pourquoi un homme qu'il pensait perdu dans l'humilité avait agi avec une telle bravoure? Mais Aliou, dans sa sérénité, ne voyait pas ses regards. Il n'avait pas agi pour être admiré. Il avait agi pour une seule raison, pour sauver une vie. Et ça, ni les rires, ni les jalousies ne pouvaient le lui retirer. Il le savait, cette épreuve du malheur ne faisait que commencer. Chaque acte de bonté, chaque geste de générosité, allait être observé, scruté. Aliou allait devoir se préparer à l'inévitable. Ceux qui l'ont vu sauver un enfant allaient désormais voir en lui une menace, une figure qui brise les barrières, une figure qui redéfinit ce qu'il pensait être possible. Mais pour l'heure, Aliou n'avait d'autre préoccupation que cette vie qu'il venait de sauver. Il se tourna vers l'enfant qu'il avait porté hors du danger. Il savait que, même si la jalousie grandissait autour de lui, son cœur restait pur. Car c'est dans le don de soi que l'homme trouve sa véritable grandeur. Le village semblait, enfin, avoir trouvé son rythme. Aliou, après son acte héroïque, avait gagné un respect qu'il n'avait pas cherché, mais qu'il portait désormais comme une seconde peau. Pourtant, dans l'ombre, certains n'étaient pas du tout satisfaits de ce retournement de situation. La vérité, cachée sous un voile de mensonge, menaçait de ressurgir. C'était un après-midi brûlante, le soleil frappait le sol de sa chaleur implacable. Aliou s'apprêtait à quitter la maison pour une nouvelle journée de travail humble, quand il aperçut son cousin, Oumar, qui s'avançait vers lui, un sourire un peu trop lourd pour être sincère. Oumar, un homme de stature imposante, ancien allié de l'époque où Aliou brillait de richesse, observait son cousin avec un regard curieux, presque malsain. Ils s'étaient connus enfants, mais aujourd'hui, les rôles étaient bien différents. Aliou, le pauvre, et Oumar, celui qui n'avait pas encore compris que la pauvreté n'efface pas l'humanité. Il s'approcha d'Aliou, et sans détour, il lança « Tu sais, Aliou, je sais tout ». La phrase résonna dans l'air comme une menace silencieuse, un poison distillé lentement dans l'esprit d'Aliou. Aliou, calme comme à son habitude, se tourna lentement vers lui. « Tu sais quoi ?» demanda-t-il, son regard toujours aussi serein, comme s'il savait déjà ce que son cousin allait dire. « Je sais que tu n'as pas tout perdu, que tout ce que tu as dit est un mensonge. Tu n'as jamais été ruiné. Je sais que tu fais semblant. » Les mots d'Oumar tombèrent comme une avalanche, menaçant de tout écraser sur leur passage. Il avait découvert le secret d'Aliou, le secret qu'il avait soigneusement caché depuis son arrivée, et il comptait bien l'utiliser contre lui. Mais Aliou, sans se départir de son calme, fixa Oumar droit dans les yeux. Un regard pénétrant, profond, qui semblait chercher au-delà des paroles vaines et des menaces. Il avait appris à lire dans les yeux des gens, à percevoir leurs intentions cachées. « Révèle ce que tu veux, dit-il, d'une voix claire, presque indifférente. Je suis déjà jugé. Tout ce que tu feras ne changera rien à ce que les gens pensent de moi. Ce que je veux, c'est savoir qui m'aime, sans masque. » Oumar resta figé. Il n'avait pas prévu une réponse aussi calme. Il s'attendait à de la colère, à un Aliou sur la défensive, à des excuses ou des mensonges. Mais face à la vérité d'Aliou, face à son regard implacable, il se sentit déstabilisé. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'Aliou n'avait plus rien à perdre. La honte ? Il l'avait abandonné depuis longtemps. Aliou, sans lâcher son regard, poursuivit. « Ce que je cherche, cousin, ce n'est pas la vérité des autres, mais la vérité qui se cache dans le cœur des gens. Tu veux me détruire avec ce secret ? Vas-y. Mais tu oublies une chose, tu n'as pas ce pouvoir. Ce que tu as découvert ne change rien à ce que j'ai déjà vécu. » Le silence s'installa entre eux, lourd, comme un souffle suspendu dans l'air. Oumar n'avait pas de réponse. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était observer cet homme qui lui faisait face. Un homme qu'il croyait connaître, mais qu'il ne comprenait plus. Aliou ne se battait pas pour l'illusion de la vérité extérieure. Il se battait pour quelque chose de plus précieux, sa dignité. « Tu crois que c'est ça qui te rend fort ?» s'exclama Oumar, la voix tremblante de colère et d'incompréhension. « De jouer à l'homme humble alors que tu n'as jamais perdu rien du tout. » Aliou, d'un ton posé, répondit « Ce qui me rend fort, Oumar, ce n'est pas ce que j'ai ou ce que j'ai perdu. C'est ce que je suis. C'est ce que je donne. C'est ma capacité à aimer, même quand tout le monde croit que je suis tombé. La pauvreté peut toucher l'argent, mais elle ne touche jamais l'âme. » La colère d'Oumar monta encore, mais il ne parvint pas à déstabiliser Aliou. Il savait que son cousin était piégé par l'illusion du pouvoir, par la gloire d'avoir le secret. Mais pour Aliou, il n'était plus question de secret. Il s'était libéré de ce fardeau depuis longtemps. « Révèle ce que tu veux, » répéta Aliou, « mais sache ceci, ce n'est pas la vérité des autres qui m'intéresse, c'est la mienne. Et celle-ci, Oumar, elle n'appartient qu'à moi. » Oumar, frustré et désemparé, se tourna enfin pour partir.
Il avait voulu détruire Aliou, le soumettre à son jugement. Mais il repartait avec un vide dans le cœur. Il ne comprenait toujours pas ce qui faisait la force d'Aliou, ce qui faisait que cet homme, qu'il avait cru faible et brisé, semblait plus solide que jamais. Aliou, quant à lui, savait qu'il venait d'accomplir quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. Ce que son cousin ne comprenait pas, c'est que la vérité n'est pas une arme à utiliser contre les autres. La vérité, c'est ce qui nous permet de rester debout, même quand tout semble vouloir nous faire tomber. Les portes se fermaient autour d'Aliou, mais à l'intérieur de lui, la lumière brillait de plus en plus fort. Ce qu'il avait cherché dans le silence et l'humilité, il venait de le trouver. L'amour pur, celui qui ne se cache pas derrière des mensonges. Et c'est cela, en fin de compte, qui faisait toute la différence. C'était un matin comme les autres, mais Aliou sentait déjà que cette journée serait différente. La chaleur du soleil frappait fort, comme si même la nature savait que quelque chose de décisif allait se produire. Les mois s'étaient écoulés, et son test, ce jeu de dupes qu'il avait mis en place avec sa famille, semblait toucher à sa fin. Il était au marché, comme tous les jours, les mains marquées par la dureté du travail. Il était l'homme qui, à force de persévérance, avait transformé sa pauvreté apparente en richesse intérieure. Mais aujourd'hui, un homme du passé allait faire son entrée. Ce vieil ami venait du nord, de la région où la terre était fertile, mais aussi où les projets échouaient souvent faute de ressources ou de soutien. Abdoulaye, c'était son nom, avait toujours été celui qui croyait en des idées grandes, audacieuses, parfois risquées. Et ce matin-là, il venait avec une proposition qui pourrait tout changer. Abdoulaye arriva à la maison de la famille, un sourire large aux lèvres, comme s'il n'avait pas vu Aliou depuis une éternité. Il s'assit, et, après les salutations d'usage, posa son regard intense sur Aliou. « Aliou, tu as toujours été celui qui voyait grand, » dit-il, sa voix pleine de conviction. « J'ai un projet agricole, une grande ferme de culture bio dans le Nord. J'ai besoin d'investisseurs. Et j'ai pensé à toi. Ce projet pourrait rapporter gros. Nous pourrions en faire une affaire prospère, comme autrefois, quand tu envoyais ton argent pour les grands rêves de la famille. » Aliou resta silencieux, observant son vieil ami. Ses yeux se perdaient dans les souvenirs de l'époque où il avait cru en des projets similaires, où il envoyait de l'argent en Europe, pensant que la réussite ne résidait que dans l'accumulation. Mais tout avait changé maintenant. Son regard était celui de l'homme qui savait que tout ce qu'il possédait n'était pas nécessairement la richesse matérielle. Aïssatou, qui écoutait la conversation dans un coin de la pièce, intervint. Elle se tourna vers son mari, un léger sourire sur les lèvres, presque comme un encouragement. « Aliou, tu vois bien que c'est une opportunité à saisir, » dit-elle, son ton doux mais convaincu. « Cela pourrait non seulement ramener de l'argent, mais aussi donner une nouvelle direction à notre famille. Tu es un homme qui a traversé des épreuves, qui a prouvé sa valeur. Peut-être que ce projet pourrait être l'occasion de bâtir quelque chose de grand, pour nous tous. » Les mots de sa femme touchèrent quelque chose en lui. Aïssatou avait toujours été sa complice, son soutien silencieux dans les moments de doute. Mais une part de lui hésitait encore. Il savait que cet investissement pouvait être la porte vers une nouvelle vie, plus stable. Mais le prix à payer pour cette sécurité pouvait être plus élevé qu'il ne l'imaginait. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin familial où ses enfants jouaient, insouciants. Le poids de sa décision reposait sur ses épaules. Pourquoi hésitait-il ? Il avait de l'argent. Bien plus qu'il ne l'avait jamais avoué. Il avait l'opportunité de reconstruire tout ce qu'il avait perdu, de montrer à sa famille qu'il pouvait réussir à nouveau. Mais quelque chose le retenait. Le projet d'Abdoulaye n'était pas une simple affaire d'argent. C'était une chance de se réintégrer pleinement dans la société. C'était un test de loyauté, un test de sincérité. Mais Aliou se demanda, « Ai-je vraiment besoin de l'argent pour prouver qui je suis ?» Il se tourna enfin vers Abdoulaye. « Je vais y réfléchir, » dit-il simplement, un sourire flottant sur ses lèvres. Il n'avait pas encore pris sa décision, mais il savait qu'il ne pouvait pas encore tout révéler. Son test n'était pas terminé. Peut-être qu'il avait encore besoin de voir la véritable nature de ceux qui l'entouraient. Aïssatou, qui avait perçu l'incertitude dans les yeux de son mari, se rapprocha de lui après qu'Abdoulaye soit parti. « Tu sais, Aliou, tu n'as pas à tout garder pour toi, » dit-elle doucement. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve. Si tu as peur de perdre ce que tu as encore, sache que nous avons déjà tout ce qu'il faut pour réussir ensemble. » Aliou la regarda longuement. Ces mots résonnaient dans son esprit, mais il savait que sa décision n'était pas aussi simple. Il n'était pas seulement question d'argent. Il était question de vérité. Il avait été celui qui avait cherché la validation des autres, celui qui avait porté sur ses épaules le fardeau de la réussite et de l'échec. Aujourd'hui, il se retrouvait face à un choix crucial. Il repensa à son test, à tout ce qu'il avait fait pour découvrir qu'il aimait vraiment.
Et même si son cœur lui disait que cette affaire pourrait être une chance, son instinct lui soufflait qu'il fallait encore attendre. Un peu plus. Jusqu'à ce que la vérité se dessine pleinement. Je vais me taire encore, pensa-t-il. Je vais voir qui reste là, pour ce que je suis réellement, pas pour ce que je possède. Il aurait pu tout révéler. Il aurait pu reconstruire son empire, restaurer sa dignité, prouver à tous qu'il avait toujours les moyens d'obtenir ce qu'il voulait. Mais Aliou savait qu'il ne s'agissait pas seulement de construire une maison. Il s'agissait de savoir qu'il aiderait à la bâtir sans rien attendre en retour. Le test n'était pas encore fini. Et le plus grand tournant d'Aliou était encore à venir. Le soleil se levait sur le village, comme chaque matin. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. L'air portait un parfum de changement, une promesse invisible flottait sur la terre encore fraîche du matin. Aliou se tenait dans l'ombre de la porte, les yeux perdus dans le vaste champ familial, autrefois un lieu de rire et de projets. Aujourd'hui, c'était un terrain vague, abandonné, un symbole de la déroute, de l'échec, ou du moins, c'est ce qu'on pensait. Depuis des semaines, quelque chose d'invisible se passait. Chaque jour, des hommes arrivaient, portant des sacs, des outils, des camions sable et de pierre, tout le monde travaille avec détermination. Tout le village centre leur curiosité sur le terrain. Personne ne savait que c'est Aliou qui a racheté discrètement le terrain familial que son frère a mis en vente. Aucun panneau annonçant un grand projet. Mais dans l'ombre, la transformation avait déjà commencé. Aliou n'avait pas dit un mot à personne. Pas à Aïssatou, pas à ses enfants. Ce projet, ce centre de formation qui se dessinait dans le sol qu'il avait un jour labouré de ses propres mains, il ne voulait pas qu'on sache. Pas encore. Il avait choisi la discrétion. Chaque détail était minutieusement planifié. Un centre de formation, un lieu où la jeunesse du village pourrait apprendre un métier, acquérir des compétences pratiques. Mais surtout, un lieu qui, d'une manière ou d'une autre, offrirait une réponse à la question qui brûlait sur les lèvres de tous. Qui est derrière ce projet ? Les premiers signes d'un chantier apparaissent à l'aube. Une première grue se dresse sur le terrain, ses bras métalliques cherchant à toucher le ciel. La terre est foulée par des ouvriers masqués, vêtus de bleu, qui travaillent en silence. L'odeur de la poussière, du ciment et des matériaux de construction emplit l'air. Les habitants commencent à chuchoter. Un matin, alors que l'odeur du béton encore frais s'échappait du site, un groupe d'enfants du village se précipite pour voir de plus près. Ils se demandent ce qui se passe. Ils savent que ce champ est abandonné, qu'il n'y a eu aucune activité depuis des années. Mais aujourd'hui, tout a changé. Bientôt, les villageois commencent à se poser des questions. Les rumeurs se propagent rapidement dans le village, comme une traînée de poudre. Un centre de formation ? Mais qui pourrait financer un tel projet ici, au cœur de la misère ? On parle de riches investisseurs, de mystérieux bienfaiteurs venus d'un autre monde. Mais personne ne semble savoir qui est vraiment derrière tout cela. Les regards curieux se croisent. Certains disent que c'est un projet d'un autre village voisin, d'autres murmurent qu'il s'agit d'un riche expatrié européen qui aurait décidé de revenir et de partager sa fortune. Mais un secret subsiste. Et ce secret commence à enflammer les imaginaires des villageois. Les jours passent. Le chantier prend forme. Les murs s'élèvent. Des fenêtres sont percées. Le sol se couvre de pavés et de tuiles. Les structures métalliques du futur centre se dessinent de plus en plus clairement. La question qui obsède tous les habitants est simple. Qui est le génie derrière cette œuvre ? Aliou ne répond pas à la curiosité. Il se contente de regarder, en silence. Les premières pierres qu'il a posées symbolisaient bien plus qu'une simple fondation. C'était un défi. Un test ultime. Mais aussi une promesse. Le village avait fait preuve de mépris à son égard, avait ignoré sa dignité, son travail. Et maintenant, il voulait leur montrer quelque chose qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Aïssatou, comme toujours, n'avait pas posé de questions. Elle savait qu'il avait un plan. Elle savait que ce n'était pas la pauvreté qui le définissait, mais sa vision. Elle le soutenait en silence, comme elle l'avait toujours fait. Les premières vérités commencent à émerger. Les anciens du village se rassemblent pour discuter des origines de ce projet. Les théories vont bon train. L'un des oncles d'Aliou, un homme au regard aiguisé, semble suspecter quelque chose. Il fronce les sourcils, comme s'il cherchait une vérité cachée dans ce qui se dévoile devant lui. « C'est sûrement lui, » dit l'oncle, presque à voix basse. « Je sens la main de ce fils d'Européen derrière ce projet. C'est Aliou, c'est évident. » Mais personne n'ose l'affirmer. Pas encore. Le doute persiste. Les femmes du village, elles, se questionnent à voix haute. « Pourquoi un centre de formation ici ?» demandent-elles, intriguées. Elles connaissent la misère de la terre, la difficulté d'en sortir,
mais elles ne comprennent pas pourquoi un centre éducatif est apparu soudainement. Les semaines passent et la structure prend forme. Le jour de l'inauguration approche. L'excitation est palpable. Les villageois se pressent autour du site, attendant la révélation. Des pancartes en bois sont plantées, des banderoles flottent dans le vent, annonçant l'ouverture imminente du centre de formation. Les villageois sont là, curieux, sceptiques et pour certains, enthousiastes. Mais la question reste la même. Qui a financé ce projet? Ce jour-là, Aliou se tient à l'écart. Son cœur bat avec une étrange intensité. Il n'est pas ici pour recevoir des félicitations, ni pour être vu. Il est ici pour observer, pour comprendre. Pour voir si ceux qui l'ont rejeté, ceux qui ont douté de lui, se souviendront de ce qu'il a donné et de ce qu'il a été. La cérémonie commence. Les autorités du village, les anciens, les notables sont tous présents. Aliou n'est pas encore là. Mais alors, au moment précis où l'inauguration commence, il s'avance silencieusement, seul. Il prend place, sans faire de bruit, et regarde les visages. Ceux qui le connaissent bien savent immédiatement. Ce n'est pas un rêve. Ce centre est son œuvre. Il se lève au moment où le chef du village prend la parole. Il le remercie, en larmes, pour l'héritage laissé, pour ce qui a été construit. C'est un homme qui a tout donné sans rien demander en retour, dit-il, mais Aliou ne se tourne pas vers lui. Il ne cherche pas la reconnaissance. Dans un silence total, il se lève et s'avance. C'est moi qui ai financé ce projet, dit-il d'une voix calme, mais ferme. Ce que vous voyez devant vous n'est pas seulement un centre de formation. C'est un symbole. Un symbole de ce que l'on peut accomplir, même quand tout semble perdu. Un silence lourd s'abat sur la foule. Les visages pâlissent, des murmures commencent à se faire entendre. Aliou, le riche devenu pauvre, le homme jugé et rejeté, était celui qui, dans l'ombre, avait reconstruit l'espoir de son village. Ce jour-là, Aliou ne voulait rien d'autre que de montrer que l'amour ne se mesurait pas en richesse. Ce centre n'était pas seulement une œuvre de charité, c'était un défi lancé au village. Un défi de regard, de vérité. Car parfois, il faut perdre pour voir qui reste, et qui, enfin, reconnaît ce que l'on donne. Le village n'était plus le même. Et Aliou non plus. Le vent portait l'odeur de la poussière et du ciment frais. Le ciel était d'un bleu éclatant, presque irréel, comme pour marquer ce moment unique. Le jour de l'inauguration était enfin arrivé. Le centre de formation, né de la terre et du travail, s'élevait majestueusement devant les regards incrédules et curieux des villageois. Mais ce qui les attendait n'était pas seulement un bâtiment. Ce jour-là, une vérité cachée allait enfin éclater. Les chefs du village arrivaient un à un, la démarche fière, leur regard fixé sur ce centre qui, à leurs yeux, représentait la générosité d'un inconnu bienfaiteur. Des sourires forcés se dessinaient sur les lèvres de ceux qui avaient, jusque-là, jugé Aliou. Ils étaient là, tous présents, les autorités, les notables, les membres de la famille, chacun avec ses arrière-pensées, mais tous désireux de participer à cette cérémonie historique. Leurs voix résonnaient dans l'air, murmures de compliments, applaudissements convenus, mais au fond de leur cœur, chacun savait que ce moment marquait quelque chose de plus grand. C'était un acte de rédemption, un acte de reconnaissance, un acte de honte pour ceux qui, jusque-là, avaient renié l'homme qu'ils pensaient être. Aliou se tenait en retrait, loin des foules. Il observait en silence, son regard sombre mais calme. Ses mains, pourtant usées par le travail, restaient solides. Son cœur battait, non pas pour la gloire ou l'orgueil, mais pour la vérité qu'il vient de révéler. Une vérité qu'il avait nourrie dans l'ombre, pendant ces mois où il s'était effacé pour mieux voir. Voir qu'il aimait, qu'il avait soutenu dans sa perte, et qu'il avait abandonné. Ce centre de formation n'était pas qu'un projet éducatif. C'était un piège subtil. Un test. Un test d'amour. Car dans l'ombre de cette réussite, Aliou savait que ceux qui l'avaient rejeté, ceux qui avaient douté de lui, sont aujourd'hui contraints de se confronter à la réalité de leur propre hypocrisie. La cérémonie continue. Les invités se placent sous les tentes blanches dressées autour du site, chacun ayant son rôle à jouer dans cette mascarade de reconnaissance. Le maire du village, un homme bien habillé, prend la parole. Ses mots sont doux, flatteurs. Il remercie Aliou, le fils du village. Grâce à Aliou, un avenir se dessine ici, un avenir pour nos enfants, dit-il avec enthousiasme. Les applaudissements fusent, mais quelque chose est différent. Le regard d'Aliou reste fixé sur le sol, son visage impassible. Aïssatou, toujours à ses côtés, serre discrètement sa main. Elle sait ce qu'il prépare. Elle sent le poids du silence et l'importance de ce moment. Elle se tait. Elle attend. C'est à ce moment précis, lorsque la cérémonie semblait atteindre son apogée, qu'Aliou se releva, lentement, sans bruit.
Tous les yeux se tournent alors vers lui. Les murmures cessent, la foule se tait. Chaque geste qu'il fait est mesuré, réfléchi. Il marche lentement vers le podium, avec une dignité tranquille. Aucun air triomphal, juste un calme glacé. Les chefs du village, les notables, les membres de sa famille, sont tous figés. Le maire lui-même semble hésiter, comme s'il sentait l'irréversible se dessiner dans l'air. Aliou se tient une fois de plus devant l'assemblée, son regard croise celui de ceux qui l'ont jugé, de ceux qui se sont détournés de lui. Il prend une profonde inspiration. Le silence est devenu épais, presque palpable. Il les regarde un à un, ses yeux semblant transpercer l'âme de chaque individu présent. Puis, calmement, il prononce ces mots qui changent tout, qui transforment l'air autour de lui. Comme je vous l'ai dit, c'est moi qui ai construit ce centre de formation. Je n'ai jamais été pauvre. Un frisson parcourt la foule. Les murmures commencent à émerger, inquiets, confus. Mais Aliou continue, sans se laisser troubler. J'ai juste voulu voir qui me restait, quand je n'avais rien. Je voulais savoir qui serait là, lorsque je serais au fond de la vallée. Je voulais tester l'amour des miens, sans la richesse, sans les apparences. Le silence tombe comme un couperet. Aucun bruit ne brise ce moment. Les visages des villageois se figent. Certains sont blêmes. D'autres rougissent d'embarras. Les membres de sa famille détournent les yeux, gênés par la confession publique d'Aliou. Comment réagir après cela? Les jalousies, les doutes, les moqueries, tout ce qui avait été semé dans l'ombre éclate maintenant en pleine lumière. Le chef du village, celui qui avait pris la parole en premier, semble désemparé. Les mots qu'il avait prononcés, pleins de fierté et de reconnaissance, résonnent désormais comme une ironie amère dans son esprit. Aliou ne cherche pas de rédemption. Il ne veut pas de pardon. Ce n'est pas la reconnaissance qui l'intéresse, mais la vérité. Une vérité qui peut choquer, qui peut bouleverser, mais qui, au fond, est plus importante que tout. Les yeux d'Aïssatou croisent les siens. Elle sait qu'il ne regrette rien. Elle sait que ce test n'était pas pour eux, mais pour ce village, pour ses habitants. Aliou sourit, un sourire triste, presque mélancolique. Ce centre, dit-il enfin, n'est pas seulement un lieu pour apprendre un métier. C'est un lieu où l'on apprend la véritable valeur des choses. Où l'on apprend à savoir qui sont ceux qui nous aiment sans intérêt, sans arrière-pensée. Parce que parfois, il faut perdre tout ce que l'on croit avoir pour savoir ce qui reste vraiment. Le silence qui suit la déclaration d'Aliou est lourd de sens. Les villageois sont déconcertés. Les visages sont marqués par la honte, l'embarras, l'étonnement. Les uns se retournent, d'autres baissent les yeux, ne sachant comment réagir. Certains, enfin, osent regarder Aliou dans les yeux, et là, dans ce regard, ils lisent enfin une vérité qu'ils avaient trop longtemps ignorée. L'amour, la loyauté, ne se mesurent pas en richesse. Ce jour-là, Aliou n'a pas seulement inauguré un centre de formation. Il a ouvert une porte vers une nouvelle compréhension. Il a révélé la plus grande des vérités. La richesse ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce qui reste quand on n'a rien. Les visages du village avaient pâli, mais la lumière de cette révélation avait éclairé leur âme, de manière plus marquante que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Aliou n'était pas l'homme qu'ils croyaient. Il était bien plus. Et la question qui restait dans l'air était désormais évidente. Qui d'autre aurait pu faire cela, sans rien attendre en retour? Les jours suivant la révélation d'Aliou, le village semble figé dans un silence étrange, comme si un vent invisible soufflait sur les âmes de chacun. Les visages des villageois sont marqués, non seulement par la honte, mais aussi par un sentiment diffus de culpabilité qui les ronge. Certains ont cru que la vérité dévoilée serait un appel à la réconciliation, un geste pour repartir à zéro. Mais ils se trompaient. Aliou ne recherchait ni rédemption, ni pitié. Ce qu'il voulait, c'était que la vérité soit entendue et que ceux qui avaient eu le courage de rester à ses côtés dans l'adversité sachent qu'ils étaient les seuls à avoir de la valeur. Les premiers à s'approcher d'Aliou sont les membres de sa propre famille. Les oncles, ceux qui avaient été les plus durs, les plus impitoyables, osent s'avancer, les regards fuyants, les gestes hésitants. Leurs voix tremblent. Ils ont vu les révélations, ont compris la gravité de leur jugement hâtif. Son grand frère, celui qui avait exigé qu'Aliou quitte la maison, s'approche d'abord. Il tend une main tremblante, comme si ce geste pouvait effacer des années de mépris. « Aliou, mon frère, nous avons tous commis une erreur, dit-il d'une voix basse, presque inaudible. Nous t'avons jugé trop vite. Pardonne-nous. » D'autres suivent. Les cousins, ceux qui avaient détourné les yeux, ceux qui avaient ri de lui dans son dos. « Pardonne-nous, Aliou, disent-ils, leur voix entrecoupée de regrets sincères. Ils ont vu la vérité de ses actions, la grandeur de son test. Mais Aliou, lui, reste là, implacable, silencieux. Aliou ne se précipite pas pour offrir le pardon.
Il observe, il analyse. Il n'a pas besoin de l'excuse de ceux qui l'ont abandonné. Pas besoin de ses paroles vaines, car il sait que certains regrets ne sont que des mots, et que le cœur, lui, n'a pas encore changé. Il regarde Aïssatou, ses yeux se posent sur elle longuement, comme pour la remercier de sa fidélité, de son soutien indéfectible, même lorsque la tempête de jugement soufflait sur leur foyer. Puis, il tourne son regard vers Fatou et Bala, ses enfants. Ils sont là, à ses côtés, immobiles, prêts à recevoir son message. Aliou sait que le pardon n'est pas une marchandise à distribuer, mais un acte qui naît de la sincérité et du respect mutuel. Mais tout le monde ne s'incline pas dans la même humilité. Certains, derrière leurs regrets fins, tentent de justifier leur comportement. Le cousin de l'autre côté du village, Oumar, qui n'avait cessé de murmurer dans son dos, s'avance enfin, son visage marqué par la honte, mais ses paroles trahissent une certaine défense. Je t'ai jugé, Aliou, mais tu dois comprendre. On ne peut pas rester dans l'illusion pendant trop longtemps. L'argent nous aveugle tous. Et nous avions peur de perdre ce que nous avions, peur que ta réussite ne nous éclipsait, commence-t-il, d'un ton presque accusateur, comme si sa trahison avait une justification valable. Aliou ne répond pas. Il attend. Il sait que certains ne chercheront pas à comprendre, mais à se disculper. Ils ne se remettent pas en question. Ils attendent un pardon qui leur permettrait de se justifier de leurs actions. Aliou, toujours silencieux, fait un pas en avant, sa posture fière mais sereine. Puis, enfin, il parle. Mais ses mots sont mesurés, pesés. Il n'y a aucune colère dans sa voix. Juste une profonde résignation. Ce que j'ai bâti ici, dit-il, d'un ton presque apaisé, mais lourd de sens, je le lègue à ceux qui ont gardé le cœur propre. À ceux qui n'ont pas jugé, qui ont su voir au-delà des apparences. Parce que ce que j'ai appris, c'est que la loyauté et l'amour véritable ne se trouvent pas dans la richesse, mais dans la simplicité des actes, dans la sincérité des gestes. Il marque une pause. Tous les regards sont rivés sur lui, cherchant à capter la moindre émotion. Mais ce que les villageois ne comprennent pas encore, c'est que ce n'est pas eux qui décideront s'il faut accorder son pardon. C'est lui qui, dans son silence, choisit à qui il donnera son cœur. Aïssatou, à ses côtés, garde la tête haute. Elle a toujours su, dans son cœur, que cet instant arriverait. Elle savait qu'Aliou ne chercherait pas à effacer les erreurs des autres, car il savait que seuls ceux qui avaient su l'accepter dans sa pauvreté et son humilité étaient dignes de son pardon. Elle lui lance un regard complice, un regard de femme forte et fière, une femme qui a traversé les tempêtes avec lui et qui, aujourd'hui encore, reste son pilier. Aliou, la regardant, trouve en elle cette force tranquille qui l'a toujours soutenue. Aliou prend une dernière inspiration, et dans un geste lent, il se détourne de la foule, comme s'il laissait derrière lui tout ce poids. Il sait qu'il ne peut pas changer les âmes de ceux qui sont venus avec des jugements hâtifs. Mais il a compris que ce n'est pas dans les paroles ou les excuses que réside la grandeur. C'est dans l'action, dans la manière de continuer à avancer malgré tout. Il regarde sa famille une dernière fois. Aïssatou, Fatou, Bala. Ces trois-là l'ont suivi sans condition, sans retour, sans calcul. Pour eux, il serait toujours celui qu'il a été, qu'il soit riche ou pauvre. Et c'est tout ce dont il a besoin. Aliou sait que ce qu'il a donné ne pourra jamais être repris. Il a déjà tourné la page. Ce que d'autres n'ont pas compris, il a su depuis longtemps. Parfois, il faut laisser les autres se perdre dans leurs regrets, dans leurs excuses, mais ce n'est pas de cela que la vie est faite. Ce qui compte, c'est ce que l'on transmet de vivant et d'immuable. Et Aliou, après tout, a appris la leçon. Le pardon n'est pas un don que l'on distribue aux autres. Il est un acte que l'on s'accorde à soi-même, un acte de libération. Il tourne la page, le vent emporta ses derniers mots. Et dans ce silence, il y a tout. Tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il a forgé. Et tout ce qu'il lègue. Aujourd'hui encore, dans les ruelles poussiéreuses du village, au coin de chaque conversation, on parle d'Aliou. Mais ce n'est plus l'homme qui est revenu d'Europe, celui qui était vu comme le richissime, revenu les poches pleines, l'Européen devenu miséreux. Non, aujourd'hui, Aliou est devenu autre chose. Il est celui qui a redéfini la notion de richesse. Des années ont passé depuis la grande révélation. Et bien que les années aient effacé certains des jugements hâtifs, le regard que porte désormais le village sur Aliou est bien différent. Il n'est plus cet étranger revenu du fouloir de l'Europe, mais un homme à part entière, devenu un symbole. Un symbole de résilience, d'amour et de vérité. Les jeunes du village, qui, autrefois, ne comprenaient pas pourquoi Aliou n'avait pas montré sa richesse dès son retour, lui témoignent désormais un respect silencieux. Ils savent qu'il leur a appris quelque chose que peu de gens peuvent enseigner, que l'amour ne se gagne ni par l'argent ni par les possessions, mais par la fidélité à soi-même. Le centre de formation qu'il a construit, anonyme dans son financement,
est devenu un lieu de rassemblement. Il est plus qu'un simple bâtiment, c'est une légende vivante. Les jeunes qui y étudient ne savent pas tout ce qu'Aliou a dans l'âme, mais ils ressentent, dans chaque pierre, dans chaque professeur qui y enseigne, la marque de son engagement. Les anciens du village, les hommes qui, autrefois, l'avaient jugé, se retrouvent souvent au bord du centre. Leurs conversations sont moins aigres, plus pleines de respect. Ils murmurent, non plus sur l'échec d'Aliou, mais sur la grandeur de son acte. Comment a-t-il pu, avec aussi peu, réaliser un tel projet? Et surtout, pourquoi? Et c'est là que réside l'énigme d'Aliou. Ce n'est pas la richesse qu'il a donnée, mais la leçon qu'il a semée. Une leçon qui pousse chacun à regarder au-delà des apparences, à évaluer l'amour non pas par ce qu'il possède, mais par ce qu'il est prêt à offrir, même sans retour. Aliou, aujourd'hui, est toujours là. Pas dans les grandeurs d'un manoir ou d'une villa luxueuse, mais dans cette maison modeste, là où son amour pour sa femme, Aïssatou, et pour ses enfants, Fatou et Bala, a trouvé refuge. Chaque matin, il se lève pour poursuivre ce qu'il a commencé, une vie simple, mais honnête, guidée par une philosophie. Avec Aïssatou à ses côtés, il veille sur ses enfants, les regarde grandir dans un environnement où l'amour et la compréhension régissent chaque geste. Ils ont tout perdu, mais ils ont tout gagné. Et c'est ce qu'Aliou voulait démontrer. Ce n'est pas dans l'amertume que l'on trouve la richesse, mais dans l'authenticité de ses choix. Fatou et Bala, leur visage jeune et plein d'ambition, savent ce que leur père a traversé. Ils ne jugent pas l'homme qu'il est devenu. Ils le respectent, car ils savent qu'il leur a montré la voie, celle de l'amour inébranlable et de la fidélité à soi-même. Leur richesse, ce n'est pas l'argent, mais ce qu'ils portent en eux. L'héritage d'un père qui leur a appris à donner sans attendre, à semer la vérité dans les moments de silence. Le village, lui, n'oublie pas. Les jeunes parlent de lui comme d'un exemple à suivre. Quand l'un d'eux, désemparé, cherche des réponses à ses propres questions sur la vie, il n'a qu'à se rendre au centre de formation et observer, écouter. Car le plus grand héritage qu'Aliou ait laissé derrière lui, ce n'est ni l'argent, ni la reconnaissance officielle, mais cette vérité simple. On ne peut pas acheter l'amour. On ne peut pas acheter l'honneur. Il se gagne dans la simplicité, la constance et la vérité des gestes. Aliou a testé l'amour. Il a voulu voir qu'il aimerait sans masque, qui resterait fidèle dans la pauvreté comme dans la richesse. Il a semé la vérité et observé silencieusement. Et il a compris que la plus grande richesse, ce n'est pas de savoir à qui tu peux donner de l'argent, mais à qui tu peux donner de ton âme, sans attente. Aujourd'hui, ceux qui le jugent encore comme l'homme revenu d'Europe, sont ceux qui n'ont pas vu la leçon qu'il leur a donnée. Car Aliou, dans son calme et dans son retrait, a montré qu'il n'est pas l'homme de la richesse matérielle, mais celui qui sait reconnaître ce qui est véritablement précieux. Aliou n'est plus un homme du passé, il est une légende vivante. Son histoire, son parcours, sa leçon continue de résonner dans les cœurs. Il a su faire de la simplicité sa plus grande richesse, et c'est pour cela qu'on se souvient de lui. Pas pour l'argent qu'il aurait pu accumuler, mais pour l'amour qu'il a su semer, pour la vérité qu'il a laissée derrière lui. Il a compris que la plus grande richesse, c'est de savoir à qui donner, de savoir reconnaître la pureté de l'amour authentique, et surtout, de rester fidèle à soi-même. Aujourd'hui, le village se souvient d'Aliou, non comme l'homme riche, mais comme celui qui a tout perdu pour tout gagner. Celui qui a su tester l'amour, semer la vérité, et transmettre à la génération qui suit que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on choisit de donner. Et dans cette vérité silencieuse, dans cette leçon simple mais profonde, Aliou a trouvé son plus grand trésor. Dans la nuit noire, le feu danse au loin. Les étoiles brillent mais cachent un dessin. Le tam-tam résonne au rythme ancestral. Les ombres murmurent un secret fatal. Boum boum, le tambour réveille l'éclat des cœurs enfiévrés, guidés par ses pas. Boum boum, il chante l'histoire du temps. Chaque battement défie l'océan. Le vent se lève, portant un chant doux. Il traverse les plaines, il caresse les coups. Les arbres frissonnent au son primitif. Il appelle nos âmes à vivre le motif. Et si la lune éclairait un chemin,